Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce vendredi 17 janvier 2020. Cette grogne dans le secteur de la santé, sages-femmes, infirmiers et autres travailleurs dans la rue ce matin. Ils réclament de meilleures conditions sociales et professionnelles. Le ministère de la Santé leur promet des solutions dans les meilleurs délais. Le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis menace ruine. Ses pensionnaires côtoient le danger au quotidien. Les responsables de l'établissement alertent sur cette situation. L'État doit prendre ses responsabilités avant que le pire ne se produise. Exploitation des ressources minières, Thiès en peloton de tête dans le rapport de l'ITIE 2018, mais ces populations n'en profitent pas. Abdelaziz Diop du Forum civil invite l'État du Sénégal à donner aux populations impactées leur dû. Nous sommes vendredi, l'invité du jour, Souleymane Daou, docteur en économie. Avec lui, nous allons parler en fin d'édition de la nouvelle monnaie éco dont la mise en œuvre en 2020 est encore incertaine puisque des pays d'Afrique anglophone et la République de Guinée s'opposent à cette réforme annoncée par les présidents ivoiriens et français Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Le développement, c'est dans un instant. Infirmiers, sages-femmes et autres personnels de santé ont organisé aujourd'hui une marche de contestation. Ces travailleurs de la santé se sentent oubliés par la tutelle. Leur principal point de revendication, le reclassement des techniciens supérieurs de la santé et l'adoption du système LMD à l'ENDSS. Le reportage de Mamadou Bipa Sissoko. De l'École nationale du développement sanitaire et social au ministère de la Santé et de l'Action sociale, les travailleurs de la santé ont arpenté l'avenue Cheikh Anta Diop, rendant ainsi la circulation compliquée. Parmi eux, infirmiers, sages-femmes, anesthésistes entre autres. Leur principale revendication, le reclassement des techniciens supérieurs de la santé. Comment vous pouvez concevoir que depuis 2009, cette réforme a été faite, les décrets ont été signés, ça fait presque 10 ans. Ceux qui sont allés, parce qu'on a essayé de les contraindre, aller à l'étranger, sont revenus ici avec leur diplôme de grande valeur académique, on ne les intègre pas dans leur nouveau corps au niveau de la fonction publique. C'est extrêmement grave. Plus grave encore, tous les corps que je viens de vous citer aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on n'organise plus de concours, alors qu'on a des déficits en anesthésiste réanimation. On organise, ça fait 10 ans pour les kinés, ils n'ont recruté que 2 personnes. Qu'est-ce qu'on fait des malades qui sont à Fongolimi, qui sont à Kédougou, qui font l'accident vasculaire cérébral, ou bien qui ont des séquelles liées à des compressions médullaires? À ces revendications s'ajoute le fait que leur secteur est le seul, selon eux, pour lequel il n'y a pas d'indemnité de logement. Ils réclament aussi la mise en place d'un système LMD pour les enseignements à l'ENDS. Pour l'enseignement, aujourd'hui, je dis, nous réclamons à ce que les gens qui aujourd'hui ont leur 3e cycle, leur doctorat qui soit classé dans leur nouveau corps. Les gens qui ont leur master qui soit classé dans leur nouveau corps. Il y a des gens qui n'ont pas bénéficié de ces avantages jusqu'à aller en retraite. C'est extrêmement grave et dangereux. Mais nous sommes les seuls, depuis 2009, il y a eu des réformes. Des gens sont allés étudier, ils ont obtenu leur diplôme de grande valeur académique, on nous fait traîner. Ce n'est pas normal. Ils auraient souhaité être reçus par le ministre à l'issue de cette marche, mais se sont vus refuser l'accès. Attitude qu'il déplore. Vous regardez là où on est devant le Centre national d'appareillage et d'orthopédie. Hier, quand l'autorité m'a parlé, je les ai dit, si vous nous laissez nous s'arrêter à 30 mètres, nous allons nous mettre devant un centre où les personnes qui y vont ou qui sortent sont des personnes à mobilité réduite. Moi, je suis un agent de santé. Je ne prendrai jamais le risque d'empêcher à des personnes qui ont des mobilités réduites de les empêcher. Ça veut dire qu'ils protègent beaucoup plus ce bâtiment-là, où il n'y a que des bureaucrates. Ces travailleurs ne comptent pas en rester là. D'autres perturbations sont prévues pour le mois prochain, si rien n'est fait. Une fois devant le siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ces manifestants ont été reçus par le directeur des ressources humaines. Ibrahim Soukandel Djouf leur a fait comprendre que leurs revendications sont pourtant en cours de traitement. Regardez.
j'ai par exemple entendu parler du reclassement des techniciens supérieurs. Aujourd'hui, le décret qui permet de reclasser ces techniciens supérieurs est envoyé pour lecture au niveau du ministère de la fonction publique et au niveau du ministère des Finances et du Budget. Donc, le processus est déclenché. Donc, nous avons, nous, au niveau du ministère de la Santé, fait ce qu'on devait faire pour ce reclassement-là. Le projet de décret est déjà prêt et envoyé en lecture. Donc, pour moi, c'est une affaire qui est derrière nous. Ce qu'il y a juste lieu de faire, c'est peut-être de pousser. Mais non, ils l'ont dit eux-mêmes, le ministre les a reçus 3 fois. Nous-mêmes, nous les avons reçus avec le directeur de cabinet après les élections, contrairement à ce qu'ils disent. Parce que quand le directeur de cabinet les reçoit, c'est au nom du ministre de la Santé. Nous les avons reçus. Au-delà, moi-même, je les ai reçus sur ces problèmes de projet de décret. Donc la porte du ministre de la Santé est très ouverte. Direction Saint-Louis, le lycée Charles de Gaulle ne supporte plus le poids des années. Le bâtiment est dans un état de délabrement inquiétant. Les professeurs alertent sur ce danger permanent. Leur coordonnateur revient sur les détails. Moustapha Nian est interrogé par Momar Alisnian et Aletiam. Il y a la question de la salubrité et de l'insécurité. Et si vous faites également le tour, et ça c'est orienté surtout vers la toilette ou les toilettes des élèves. Et vous allez vous rendre compte au niveau de ces toilettes que pratiquement les toilettes sont inondées. On a du mal même à entrer pour pouvoir donc faire ses besoins à l'intérieur donc des toilettes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous tournez également vers les salles des classes. Donc les salles sont vraiment insalubres. Hein. Et il y a également les salles qui sont vraiment tout à fait exposées à l'air, avec la circulation donc des courants d'air, qui fait que pratiquement on a du mal à tenir pendant cette période, qui est une période où le froid est vraiment intense. Et souvent ça expose à des maladies d'ordre pulmonaire. Donc vous voyez que globalement ces conditions sont très difficiles. En plus de cela, il y a la question de la sécurité. Et souvent pendant même les heures de cours, on se rend compte que bon, il y a des talibés qui jouent entre les bâtiments. Vous voyez qu'il y a également des talibés qui circulent à l'intérieur des bâtiments, mais même à l'intérieur des salles de classe. Des sourds-muets également qui entrent dans les salles de classe à n'importe quel moment. Souvent des personnes peut-être mentalement tarées également qui circulent, qui entrent et qui peuvent à tout moment attaquer un collègue ou attaquer un élève. Aujourd'hui, on constate véritablement au niveau local qu'il n'y a pas une réponse où il n'y a pas une volonté qui permet donc de rendre compte au corps professoral, aux apprenants, que véritablement ces autorités veulent véritablement régler ce problème une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous voyez un peu? Et à ce niveau, nous avons également des problèmes. Souvent, quand il y a autant de difficultés, il est bon quand même que les partenaires qui sont à l'école puissent se retrouver, l'APE, le représentant des profs, le représentant des élèves, l'administration, puissent se retrouver pour voir quelles sont les réponses qu'il faut donner à ces urgences. Du nouveau dans l'affaire des indemnités de guerre que réclament les djambars du Golfe. Le dossier évolue de manière satisfaisante selon Mamar Targué de l'ONG Jamra. Il a d'ailleurs rencontré l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal, c'était mardi dernier. Et maintenant, Mamar Targué doit rendre compte au président Macky Sall. Voyons tout cela avec Abdourahmane Ly. Ils continuent à réclamer leurs indemnités de guerre allouées par l'ONU et l'Arabie Saoudite 27 ans après. Les 402 survivants de la guerre du Golfe, ainsi que les veuves de 93 soldats tombés au théâtre d'opération, n'en peuvent plus des promesses sans lendemain. Fort heureusement, le processus d'indemnisation de ces soldats, aujourd'hui, tend vers un aboutissement heureux, suite à leur rencontre avec l'ambassadeur saoudien, nous apprend Mamar Targué de l'association islamique Jamra. Si je n'ai pas insisté auprès du directeur de cabinet du président Macky Sall pour la programmation de l'audience, c'est que j'attendais une étape importante pour boucler la boucle. En l'occurrence, une audience avec le principal intéressé. Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui avait lancé son SOS après l'agression de l'armée de Saddam Hussein. Alors c'est lui que j'attendais de rencontrer. Dieu merci, la rencontre a eu lieu mardi le 14 dernier à l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Dakar. Et nous remercions son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de s'être montré sensible, de nous avoir manifesté toute sa sollicitude relativement au calvaire que vivent les djambars. Cependant, il m'a donné des informations sensibles
que je vous demanderai de me pardonner de ne réserver la primeur qu'au président de la République. Suite à cette rencontre, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite leur a également promis un geste symbolique. Il a demandé au soldat de première classe, El Hadi Abdoulaye Diouf, qui est le coordonnateur du collectif des anciens combattants du Golfe, de lui faire parvenir mercredi au plus tard la liste complète des 402 survivants, la liste complète des 93 veuves, la liste complète des 11 blessés de guerre. Alors à quelle fin? Eh bien pour que lui, il puisse, à son niveau, n'est-ce pas, faire un geste. De quelle nature, je ne sais pas. Mais il a précisé que ça n'a rien à voir avec votre démarche pour rentrer dans vos fonds. Ce responsable de l'association islamique en est plus que persuadé. Il affirme qu'il y a eu détournement des fonds dus au Djambar du Golfe. De quel argent s'agit-il? Mais de l'argent dont parle le chef d'état-major des forces armées, le général Amadou Antagaï, le général Lutavati de Touza. Il a dit au micro de votre confrère Baye Oumar Gueye, et ça a été repris dans les colonnes de Sud, que l'argent a été versé à l'État du Sénégal, mais l'État ne l'a pas redonné aux soldats. Mamar Gueye a en définitive fait savoir que le chef de l'État Macky Sall restera bouche bée suite aux informations qu'il compte bien lui communiquer et qu'il tient de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Abdourahmane. Et je l'annonçais en titre, exploitation des ressources minières. Thiès détient une grande part dans les retombées générées par les industries extractives, mais ces populations n'en profitent quasiment pas. C'est un constat exprimé par le président de la commission de l'ITIE lors d'un panel sur la question aujourd'hui. Abdelaziz Diop, par ailleurs coordonnateur régional du Forum civil, invite l'État à donner aux populations leur dû. Le voici au micro de Isidore Alexandre Sen depuis Thiès. Cette région est la première région minière du Sénégal, je l'ai dit hier. Pour les 122 milliards, les 50 milliards proviennent de la région de Thiès. En 2016, c'était 40 milliards. En 2017, 50 milliards. En 2018, 59 presque, quelques milliards, 60 milliards. Ça fait autour de 150 milliards. Mais si on voit les dépenses sociales des entreprises au niveau de la région de Thiès, l'année passée, c'était 1 milliard et quelques. Mais cette année, ça a diminué, c'est 503 millions. Donc une entreprise, des entreprises qui gagnent des milliards, qui contribuent à hauteur de 59 milliards dans le budget de l'État, et au niveau local, qui ne font que 503 milliards de dépenses sociales. Et quand on voit les ratios, la santé 2%, l'environnement 2%, alors que l'environnement est dégradé au quotidien. Quand on voit que pour le financement des GIE locaux c'est 3%, bon, l'éducation c'est relativement 30%, et au même moment ces entreprises donnent des billets à la Mecque. Dans le cadre de la RSE, ça profite à qui? Ça profite à des individus. Depuis 2009, parce que le premier décret c'était en 2009, n'ont pas reçu leur part de la rente minière. On ne parle pas de rente pétrolière parce que nous ne sommes pas encore pays pétrolier ou gazier. Mais en ce qui concerne le secteur minier, je dis que les entreprises, pour être très simple, je le dis, je le répète, ont versé à l'État les 20% de redevances et de droits fixes qui doivent être reversés aux collectivités territoriales. De 2010 à 2015, c'est 7 640 millions pour 6 ans. Maintenant, pour 2016, 2017, 2018, nous sommes en train de faire les calculs et à temps opportun, nous vous communiquerons le montant. Réunion d'urgence ce matin à la mairie de Mbour. À l'ordre du jour, l'affaire opposant le maire Fallou Sylla au mouvement Mbour Justice. L'équipe municipale défend son édile. Tous ces arguments sont fondés selon ses collaborateurs. Les explications de l'adjointe au maire Seynabou Gueye qui répond à Aliou Kane. Parce que c'est les conseillers municipaux qui ont effectivement voté. Je confirme qu'il y a délibération. Je confirme aussi au niveau de la justice, dans les dossiers, on a donné un dossier approuvé par le préfet, qui est dans le dossier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler du dossier de la justice. On est là pour parler et clarifier effectivement la décision de l'ensemble du conseil municipal, parce que c'est le conseil municipal qui avait pris cette décision pour le déplacement du jardin public vers l'esplanade du stade Demba Diop, du stade Caroline, et refaire ce jardin. Parce qu'après tout, ce n'était pas un jardin. En son temps, je l'ai dit tantôt,
Ce n'était pas un jardin, c'était un marché. Donc on est revenu à la case départ. À noter que dans cette affaire, le procureur a requis 6 mois de prison ferme contre le maire de Mbour, Fallou Sylla, poursuivi pour des faits de cession de la place publique, et le délibéré est attendu le 3 février prochain. Et c'est maintenant. Et nous passons aux actualités internationales. La ministre française des Armées est attendue dimanche au Sahel avec ses homologues d'Estonie, Suède et Portugal, pays qui sont susceptibles d'épauler les militaires de Barkhane dans la lutte contre les groupes armés djihadistes. Au ministère des Forces armées, on souligne que l'objectif principal du voyage est de voir comment mettre en œuvre les conclusions du sommet de Pau, où le président français Emmanuel Macron et ses homologues des pays du G5 Sahel ont annoncé lundi la création d'une coalition internationale. Alors que plane la menace d'un désengagement des États-Unis d'Afrique, où l'armée américaine fournit à Barkhane un appui important en matière de ravitaillement aérien, mais surtout de drones de renseignement, la France entend démontrer qu'elle n'est pas isolée au Sahel. Dans le cadre de la facilité élargie de crédit, le Niger va bénéficier d'un nouveau financement du Fonds monétaire international. Le conseil d'administration de cette institution a annoncé dans un communiqué avoir approuvé un décaissement de 11,5 milliards en faveur du pays. Ce nouveau financement vise, selon les FMI, à consolider la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance économique élevée et équitable, accroître les revenus et créer des emplois tout en renforçant les bases d'un développement durable. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a donné son accord pour ce financement. Cependant, les tensions sécuritaires dans la région du Sahel et les problèmes liés au changement climatique demeurent des risques. La France a déployé un système radar sur la côte orientale de l'Arabie Saoudite. Cette décision survient au lendemain de l'évocation par Emmanuel Macron d'une mesure de réassurance du royaume après les bombardements qui ont visé ses installations pétrolières en septembre. Paris a attribué à l'Iran les attaques impliquant des drones et des missiles balistiques qui avaient sérieusement atteint la capacité de production de l'Arabie Saoudite. La France avait à l'époque promis son aide pour garantir la sécurité. En déplacement fin novembre à Manama, la ministre des Armées Florence Parly avait annoncé le déploiement d'un système d'alerte avancé dans le Golfe, incluant un radar sophistiqué destiné à prévenir de nouvelles attaques. Emmanuel Macron l'a confirmé jeudi soir lors de ses vœux aux armées, précisant que le dispositif qui comprend une dizaine d'hommes avait été baptisé Task Force Jaguar. Le ministre des Armées s'est borné à dire que le système de radar avait été déployé sur la côte est de l'Arabie Saoudite sans pour autant donner plus de précision. Merci beaucoup, Mme Abdougué Kassé, pour toutes ces actualités internationales. L'initiative Dakar 2021 a été lancée ce jeudi. C'est en prélude à la 9e édition du Forum mondial de l'eau prévu à Dakar du 22 au 27 mars 2021. Cette initiative lancée va servir de vitrine pour l'événement à venir. Des propositions fortes sont attendues pour régler définitivement la problématique liée à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Le compte-rendu est signé Abdourahmane Moussa Fall. Le caractère indispensable de l'eau justifie cette cérémonie de lancement de l'initiative Dakar 2021. L'un ne pouvant pas aller sans l'autre, il justifie également le 9e Forum mondial de l'eau qui se tient à Dakar du 22 au 27 mars 2021. À cet effet, l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique est l'objectif des coprésidents du 9e Forum mondial de l'eau. Et si on pouvait faire une évaluation de l'avenir, on pourrait d'ores et déjà dire que c'est en Afrique où les questions d'eau vont se poser de manière beaucoup plus aiguë dans le futur. C'était donc normal que pour le Sénégal, en lançant sa candidature pour accueillir ce forum, que nous puissions intégrer dans notre candidature une innovation qui toucherait à la problématique de l'efficacité même du forum. Comment faire en sorte que le forum impacte directement sur les attentes des populations.
Un forum mondial donc que le Sénégal abrite au nom de l'Afrique, un choix qui se justifie. C'est en fait cet engagement historique du Sénégal au service de l'eau. On garde tous à l'esprit l'idée que le Sénégal au Conseil de sécurité a été le premier pays à mettre en débat la question de l'eau comme facteur de paix et de sécurité. Quand il s'agit de parler de développement, on pense d'abord à l'eau comme levier de développement. Autre dispositif pour venir à bout de ces difficultés liées à l'accès aux liquides précieux, dont l'accompagnement des populations d'ici et d'ailleurs vers la concrétisation de projets hydrauliques. Ce qui nous intéresserait, ce n'est pas simplement une collection de projets techniques assez classiques, c'est plutôt des projets assez intégrateurs, comme il le disait à l'instant. L'eau, finalement, c'est totalement transversal par rapport aux objectifs de développement. Un forum efficace, un forum sur le terrain pour répondre aux attentes des populations dont les zones sont déficitaires en eau, une ambition qui a pour finalité de mettre en relief l'eau comme facteur de développement et de paix dans le monde. Et c'est l'heure de recevoir notre invité du vendredi, Souleymane Ndao. Bonsoir. Bonsoir Adama. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en économie. Le 21 décembre dernier, les présidents ivoiriens et français Alassane Ouattara et Emmanuel Macron avaient annoncé qu'en 2020, le franc CFA va céder la place à la nouvelle monnaie ouest-africaine ECO. Mais aujourd'hui, cette réforme se heurte aux niettes de quelques pays d'Afrique anglophone qui accusent notamment Alassane Ouattara d'avoir fait cavalier seul. Maintenant, ces divisions, est-ce que c'est une chose à laquelle il fallait s'attendre? Oui, bonsoir Adama encore et bonsoir aussi à vos téléspectateurs. Oui, alors cette réponse tardive, quoi qu'on puisse dire, parce que le 21 décembre dernier, le président Ouattara avait fait une annonce tout simplement, évoquant tout simplement un certain nombre de réformes visant à basculer sur ce qu'on va appeler une monnaie éco, uniquement pour les pays de l'UEMOA. Alors cette monnaie éco, ne concernait pas la globalité des pays de la CEDEAO, l'ensemble des 15. Alors il faut le rappeler, ces réformes qui ont été annoncées étaient tout simplement liées au fait que désormais la France ne va plus siéger dans certaines instances de la Banque centrale, à savoir la commission bancaire, le conseil de politique monétaire et puis également dans ces trois instances-là. Alors, ce qui s'était passé également lors de cette réforme, lors de cette annonce, c'est que désormais, nos réserves de change ne vont plus être gardées dans les coffres du Trésor français. Alors, ça veut dire quoi? La monnaie CFA ne va plus s'appeler franc CFA, elle va s'appeler désormais ECO. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la précipitation avec laquelle tout cela s'est fait, alors c'est comme si, en fait, il y a eu un manque de concertation entre les chefs d'État, parce que si aujourd'hui on nous annonce que ces pays-là ne sont pas dénoncent tout simplement l'acte qui a été posé par ce chef d'État-là avec le président français, c'est comme si en fait c'est une tentative en quelque sorte de retarder, à mon avis, l'échéance de l'ECO CEDEAO, parce que là il faut en l'occurrence distinguer une ECO UEMOA et une ECO CEDEAO. L'ECO UEMOA concerne l'ensemble des 8 pays. Est-ce que maintenant, il va y avoir plusieurs scénarios qui vont se passer? Est-ce que ces pays-là vont rester du moins que les nouveaux pays, comme vous l'avez dit, les pays anglo-saxons, le Nigeria, qui est le géant en quelque sorte de cette future zone CEDEAO, qui pèse 70% de la richesse totale, qui dit tout simplement aujourd'hui, l'ensemble de ces pays-là se rebiffent en disant que nous dénonçons cet acte-là qui vient d'être posé. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Oui, justement. Quel impact cela peut avoir sur cette réforme qui a été annoncée en 2020? Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, on va basculer vers ce qu'on appelle le statu quo total. Ça veut dire que, du moins que ces pays-là n'adhèrent pas à l'acte qui a été posé, ils l'ont clairement dénoncé. Et ce qui va se passer, c'est que le statu quo va demeurer, les pays de l'UEMOA vont rester dans leur bloc et que, par la suite, les autres pays vont devoir
c'est décidé. S'il faut revenir à l'acte initial qui avait enclenché le début du processus de l'union monétaire pour les pays de la CEDEAO, ce qui veut dire tout simplement il va y avoir impérativement une tenue d'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Ils ont d'ailleurs appelé à ça un sommet extraordinaire. Extraordinaire, oui, tout à fait, pour pouvoir décider une nouvelle feuille de route. Pour se dire tout simplement, est-ce que, puisqu'ils n'adhèrent pas à ce qui a été fait, ils vont clairement soit accepter de rentrer dans la zone éco, tout simplement, ou soit ils vont tout simplement décider de rompre clairement par rapport à ce qui est déjà fait. Alors, maintenant, il faut remarquer, il faut se dire, 3 scénarios vont devoir se passer. Soit les pays de l'UEMOA vont continuer à avoir leur propre éco-UEMOA, et les pays de la ZMAO, en l'occurrence avec le Nigeria comme tête de gondole, ces pays-là vont soit progressivement accepter d'adhérer, d'intégrer, tout en signalant que déjà la ministre des Finances du Nigeria a refusé ou a dit clairement que l'ensemble des pays aujourd'hui ne remplissent pas les critères de convergence. C'est les critères que les pays doivent remplir pour pouvoir adhérer. Seul le Togo remplit ces critères. Seul le Togo aujourd'hui remplit. Donc ça veut dire quoi? On va encore et devoir encore repousser l'échéance. Ça veut dire que ça va retarder sur les questions de fond. Ça veut dire que sur comment l'architecture institutionnelle de la zone monétaire pour les 15, cette question-là va être retardée. Quelle va être cette banque centrale-là? Quelle forme elle va prendre? La fixité, la flexibilité de la monnaie, les contours de cette future monnaie-là, ce débat-là va être relégué au profit d'un débat tout simplement d'égo, parce qu'il y a une querelle de leadership qui se dessine, parce que la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter de se faire voler la vedette par le Nigeria. Si toutefois ce pays-là, cet ogre-là rentre dans l'espace éco, tout simplement. Mais qu'est-ce que cela reflète? Ces pays-là qui ont décidé de ne pas intégrer la réforme, et tout en sachant que ce n'est pas une première que la réforme éco a été annulée. Ça a existé en 2009 et en 2015, et maintenant en 2020. Qu'est-ce que cela reflète? 60 ans après les indépendances, les États africains ne peuvent toujours pas se départir de la monnaie coloniale. Oui, alors aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il y a quelques améliorations. Est-ce que le fait que... Oui, elles sont minimales, c'est vrai. Puisque le fait que dans les instances, etc., les réserves ne sont plus gardées dans les coffres du Trésor français, etc., c'est des réformes, quoi qu'on puisse dire, mais beaucoup reste encore à faire parce que la France a encore un pied dans le système, parce qu'elle est le garant financier. Ça veut dire que, soi-disant, une sorte de sapeur-pompier, ça veut dire quoi? Si toutefois la zone va être dans une turbulence, elle va pouvoir être là pour secourir, etc. C'est ce que le Ghana avait quand même dénoncé. Il a dit tout simplement qu'il faut couper complètement et puis partir sur une base, sur une dynamique d'ensemble, permettre à ces pays-là soit d'intégrer, comme je l'ai dit tantôt, de manière graduée, le système. Mais ce qu'on peut dénoncer tout simplement, c'est le fait que le Ghana, dès le départ, a salué l'initiative et puis par la suite se rebiffe en joignant ses autres camarades, comme on peut l'appeler ici, pour dire, bon, finalement, ce qui a été concocté jusqu'ici, nous n'adhérons pas. Là, ce que nous voulons, c'est qu'il faut qu'on revienne à la feuille de route de base pour avoir une zone monétaire intégrale qui concerne l'ensemble des pays de la CEDEAO et qui n'aura rien à voir avec la France, etc. Justement, par rapport à la France, pendant un moment, on pensait tous que les choses allaient changer et puis, coup de théâtre, plus rien ne va changer. Est-ce que dans cette histoire-là, on peut reprocher quelque chose à la France quand même? Oui, tout simplement parce qu'ils ont court-circuité la dynamique d'intégration. La France est venue tout simplement se dire, en quelque sorte, moi je dis que c'est une usurpation, c'est une trahison. Le fait de se dire, il y a un projet éco qui est là pour l'ensemble des pays et le fait qu'on puisse donner cet éco-là seulement aux 8 pays de l'UEMOA, sachant qu'à la base, ça devrait concerner l'ensemble des pays. Pour moi, cette façon de court-circuiter, ça, en quelque sorte, ça n'augure pas, ça va retarder encore et encore l'échéance. C'est pour ça, pour ECO 2020, moi je suis absolument sûr que... Mais ouais, c'est au point, mais même pour 2021, même pour 2021, moi je crois que ça va pas le faire. En tout cas, merci beaucoup Souleymane Daou. Je rappelle que vous êtes docteur en économie, vous étiez notre invité du vendredi. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur ITV. Les programmes continuent. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45. Au revoir.